pour la troisième session du webinaire de la série de 6 webinaires. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur comment trouver la motivation pour arrêter de fumer dans le cadre du mois sans tabac, puisque la Ligue contre le cancer soutient le mois sans tabac. Alors moi, je m'appelle Monia Djilali, je suis psychologue et addictologue. Donc ma spécialité, ce sont les addictions. J'interviens énormément en entreprise, mais je suis profession libérale, donc j'ai un cabinet aussi pour accueillir des patients sur d'autres sujets, mais aussi principalement sur évidemment les addictions. On a coutume de dire que les addictions souvent sont un symptôme de quelque chose d'autre. Pour le tabac, c'est peut-être un peu moins vrai, mais quand on a une très forte dépendance, ça peut l'être également. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Alors juste avant, petits éléments pratiques, si vous avez des questions à poser, vous pouvez tout à fait les poser dans la partie conversation. Et puis à la fin, il y a 3 quarts d'heure de présentation, 45 minutes de présentation, et ensuite nous passons au moment des questions. À ce moment-là, on coupera l'enregistrement. Donc sachez que la, la conférence est enregistrée pour celles et ceux qui pourront le voir en replay. Elle sera disponible sur le site de la Ligue et peut-être sur les réseaux sociaux également. Alors, le mois sans tabac, eh ben, ça fait déjà 8 jours. Ça fait déjà 8 jours pour celles et ceux qui ont déjà commencé. On peut s'inscrire via ce QR code, donc il suffit de flasher, d'aller sur son application de photo, de s'en approcher et on tombe directement pour s'inscrire au mois sans tabac. On peut aussi récupérer le petit kit du mois sans tabac. D'ailleurs, que vous soyez engagé déjà dans le mois sans tabac ou que vous ne le soyez pas, je vous invite vraiment à vous fournir ce kit parce que vous allez avoir des informations. On le sait, et je le répète depuis le premier webinaire, la première étape dans le changement de comportement, c'est l'information. Il faut s'informer. On le sait, c'est pas que pour les addictions, c'est même pour les maladies chroniques en règle générale. Quand on a une maladie chronique et qu'on s'informe, on sait que les patients vivent mieux, ont une meilleure perception de leur santé, en tout cas quand ils sont bien informés. Et donc c'est très important l'information. Donc c'est aussi l'intérêt de ces 6 webinaires-là, c'est de pouvoir s'informer sur son comportement tabagique, ce qui va l'influencer. Quand on sait ce qui l'influence, eh bien, on est plus en capacité d'agir dessus, avec plus de sérénité en tout cas. Et puis le deuxième partie de cette slide, c'est pour pouvoir pour pouvoir participer au webinaire. Donc il y a un autre QR code. Donc vous avez l'ensemble des 6 webinaires qui seront ensuite disponibles en replay. Le premier s'est tenu le 25 octobre, pardon, de 18h30 à 19h30, comme chaque mercredi depuis le 8 novembre. Donc on a eu un premier webinaire sur tout savoir sur le tabac pour mieux arrêter. C'est vraiment pour comprendre les addictions, savoir comment ça fonctionne. Et puis on a fait un second webinaire la semaine dernière sur comment bien préparer l'arrêt du tabac, enfin la semaine précédente. Et aujourd'hui, on est sur la question de la motivation. Quelle est la place de la motivation? Comment trouver la motivation pour arrêter de fumer? Pas seulement au départ, parce qu'il faut une motivation pour se lancer dans l'arrêt, mais après il faut pouvoir la maintenir cette motivation-là. Et puis vu qu'on sait qu'il peut y avoir des rechutes, c'est comment, se motiver à nouveau à retourner, vers l'arrêt. La semaine prochaine, on verra comment déjouer les habitudes du tabagisme, parce qu'on le sait, et d'ailleurs quand on va sur le site du Mois sans tabac, de Tabac Info Service, pardon, il y a la première chose qui est inscrite, c'est les habitudes, c'est ce qu'il y a de pire, c'est la dépendance comportementale. Donc la semaine prochaine, ce sera vraiment dédié à cette dépendance-là. Et la semaine suivante, c'est comment prévenir la rechute? Parce qu'il y a plein de contextes de rechute possibles. Donc comment est-ce qu'on peut la prévenir? Comment est-ce qu'on peut, si on a replongé, comment est-ce que, on peut, s'en sortir à nouveau? Et puis le dernier webinaire, le 29 novembre, à la fin du mois sans tabac, presque à la fin, ce sera comment maintenir l'arrêt après, le mois sans tabac. S'inscrire au mois sans tabac et y participer, qu'on l'ait pris, vraiment au 1er novembre ou en cours, ça reste quand même 5 fois plus de chances d'arrêter. C'est écrit en gros, mais parce que c'est la réalité des choses. Il y a plein de bonnes raisons de s'inscrire au mois sans tabac. Je vais vous en nommer quelques-unes par rapport à la motivation. Et le soutien en fait, beaucoup partie, mais vous allez voir qu'il y a des concepts, certainement de psychologie, puisque moi je suis psychologue, donc mon intérêt, c'est après une lecture, de la littérature scientifique, c'est vraiment de donner un maximum de compréhension sur le comportement et vous allez voir, il y a des choses qui vont vous surprendre, dont vous n'avez certainement peut-être jamais entendu parler. Des concepts de psychologie qui vont vous expliquer un petit peu, pourquoi on est motivé, qu'est-ce qui peut renforcer la motivation, qu'est-ce qui peut aussi la réfréner cette motivation. Donc je vous propose de commencer avec le programme du webinaire.
Bon, bah, déjà 8 jours d'engagement dans l'arrêt, c'est intéressant d'en faire un point. On pourrait échanger aussi sur ces 8 jours, comment ça s'est passé. On va faire un petit point là-dessus. Après, on va voir qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce que la définition de la motivation? Passer de l'intention à l'action, parce qu'on sait très bien que ce sont 2 choses différentes. On peut avoir, pendant des décennies l'intention, par exemple, de reprendre le sport, le basket ou autre. Ça va pas forcément être corrélé avec l'action. Il faut quelque chose entre les 2, entre l'intention et l'action, il faut quelque chose et je vais vous dire ce que c'est ce quelque chose tout à l'heure. Il faut comment est-ce qu'on peut renforcer sa motivation? Et puis après on verra aussi les aides à l'arrêt. On les voit toujours les aides à l'arrêt parce que, c'est important de savoir, vers qui on peut se tourner, comment multiplier aussi ses chances de réussite. Et à chaque fin de webinaire, je vous donne toujours un exercice. Alors qu'il soit d'actualité pour vous ou peut-être pas parce que vous êtes peut-être pas à une étape où vous avez envie d'arrêter. Ces exercices-là, l'intérêt, c'est aussi que vous sachiez que vous pouvez commencer à réfléchir à l'arrêt de cette manière-là et que c'est la bonne manière d'y réfléchir, de faire avancer, en fait, la réflexion, sur l'arrêt du tabac ou au moins sa diminution. Puis après, on prendra donc 15 minutes pour les questions. Alors 8 jours de mois sans tabac. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant 8 jours? Si vous avez commencé le 1er novembre, comment vous êtes organisé avant? Est-ce que vous avez vu déjà les webinaires précédents? Est-ce que comment vous vous êtes engagé dans l'arrêt? Tout ça, c'est intéressant de le savoir, hem, parce qu'on va pas tous avoir le même parcours. Il y en a pendant 8 jours, ils ont une motivation, parce qu'on est au tout début, ils pouvaient avoir une restriction sans aucun problème, peut-être même sans aide et y parvenir et sans trop de difficultés parce que la motivation est très forte. Et puis, il y en a certains qui vont avoir plus de difficultés. Peut-être que vous avez déjà eu une petite rechute. Peut-être que vous avez peut-être déjà repris une cigarette, ou peut-être que, vous avez réussi, paisiblement. Et si vous avez repris une petite cigarette ou si vous avez refumé depuis, vous avez tenu que quelques jours, eh bien, ne lâchez pas, on se pose la question: «Qu'est-ce qui s'est passé?» Quand on rechute dans les 8 premiers jours, très souvent, très, très souvent, c'est une question de, on est sur la question de la dépendance physique. Pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, peut-être que vous avez pas, comment dire? Il n'y a pas eu de substitut à la nicotine et c'est ce qui explique que ça a été difficile et que vous avez rechuté. Peut-être que vous avez un substitut nicotinique, vous avez pris le temps d'aller, voir un prescripteur pour un patch, pour, des substituts oraux et cetera. Mais peut-être qu'ils étaient, sous-dosés ou peut-être surdosés. Alors le surdosage, bah, on n'est pas très à l'aise, on se sent, pas très bien, on peut avoir des petites tachycardies, être un peu nauséeux et cetera. Donc le réflexe qu'on a, en fait, c'est de retirer le patch et du coup, on est en manque de nicotine à ce moment-là. L'idée, c'est d'essayer d'adapter. Il faut vraiment essayer d'adapter. C'est le moment de réévaluer les choses et puis si vous êtes sous-dosé, bah, ça veut vous allez peut-être avoir beaucoup, beaucoup envie de fumer, et donc ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter les doses de nicotine. Dans ce cas, vraiment, là, l'enjeu des 1ers jours, des premières semaines, c'est je vous disais, c'est la patience. Donc on a essayé quelque chose, ça fonctionne pas, mais on lâche pas, on va essayer autre chose. Je disais, il y a forcément quelque chose qui vous convient, il faut juste un peu de patience. Donc là, déjà, ce que je voulais essayer de renforcer justement, là, tout de suite, maintenant, c'est, un renforcement positif. Ça veut dire de se dire, bah, si vous avez arrêté au moins 24 heures, bah, vous avez déjà un premier bénéfice pour la santé. Au bout de 24 heures, après la dernière cigarette, le monoxyde de carbone, si on fait un test, il est à 0, le particules de monoxyde de carbone sont à 0. Ça veut dire que les poumons se sont débarrassés de la fumée, à laquelle s'expose un fumeur. Donc c'est vraiment la première chose. On sait que ça a un impact aussi sur le rythme cardiaque au bout de 20 minutes quand on a après la dernière cigarette. Mais vraiment la première chose, c'est après 24 heures. Après 48 heures, on sait qu'il peut y avoir une petite amélioration déjà au niveau du goût, de l'odorat. Après 72 heures, on peut avoir une amélioration au niveau de la respiration. Donc ça, c'est vraiment les premiers enjeux pour la santé là, et les petites améliorations qu'on va avoir dans la première semaine. Et après, l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la seconde semaine, donc jusqu'à la semaine prochaine. Et après 2 semaines, on sait déjà que le risque d'infarctus du myocarde, il diminue après 2 semaines d'arrêt. Donc tout ça, c'est pas rien, les récompenses, elles sont pas dans des mois ou dans des années, elles sont déjà là tout de suite maintenant quand on arrête de fumer. Donc c'est important de renforcer ça. Alors, bon, l'image est un peu floue, mais je vais vous en donner les les notions. Vous vous souvenez, on avait vu ce modèle-là, c'est le modèle
de Prochaska et Di Clemente. C'est un modèle pour démontrer qu'en fait, quand on s'arrête dans un comportement addictif, on va passer par plusieurs étapes dans le comportement. La première, c'est la précontemplation. Elle est en dehors du cercle, vous voyez. Et je me dis que quand ça fait 8 jours qu'on a arrêté de fumer, on a déjà passé cette étape-là, parce qu'on a déjà passé l'étape. La précontemplation, c'est le fait de on ne se sent pas vraiment concerné par l'arrêt, on ne se sent pas vraiment concerné par les problématiques liées au tabac, on consomme, c'est tout. La contemplation, c'est quand on commence à se dire: «Ah oui, peut-être qu'il faudrait que je commence à arrêter». On commence à être ambivalent dans ce qu'on commence à penser, à se dire: «Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, des choses qui sont négatives, il y a des impacts négatifs par rapport à la cigarette. C'est vrai qu'il y a des aspects positifs pour moi, mais il y a aussi des aspects négatifs». Et c'est le moment où on va commencer à se dire: «Ah bah tiens, pourquoi pas? Bah tiens, je vais peut-être aller voir le webinaire pour voir ce qu'on en dit du tabac». Et puis à un moment donné, il faut prendre la décision de se dire: «Ah tiens, est-ce que j'ai envie de diminuer? Est-ce que j'ai envie de poursuivre? Est-ce que j'ai envie d'arrêter? Comment je me projette?» Et puis, bah, le mois sans tabac, c'est une des raisons pour lesquelles aussi ce dispositif est intéressant, c'est que, bah, ça nous donne une date, un enjeu, de se dire: «Bon, bah, allez, j'y vais. C'est le 1er novembre, la date, elle est déjà toute trouvée pour moi. J'y vais, je me lance et on se met dans l'action». Alors, on peut avoir passé ces étapes vraiment parce qu'on y a réfléchi, que ça fait des semaines qu'on y pense, et cetera. Mais on peut aussi s'être jeté comme ça dans le mois sans tabac, et j'en vois, quelques fumeurs qui le font tout de suite, à se dire: «Bon allez». Dans l'entreprise, moi, je vois souvent les salariés se regroupent, font des petites teams, pour se dire: «Allez, on se lance, on va tout le temps fumer ensemble». Bah, là, on essaye d'arrêter ensemble, donc ils se challengent un petit peu les uns les autres. Donc ça peut être une vraie force, pour s'arrêter ensemble, mais on n'est pas tous au même niveau d'arrêt. Donc des fois, on va se lancer dans le 1er novembre et puis on se rend compte rapidement que: «Ouh, en fait, c'est difficile, on s'attendait pas à ça». Donc on lâche pas, c'est une bonne chose. On va essayer de maintenir cet arrêt-là et puis s'il y a une rechute et bah, c'est pareil, on va essayer de vraiment de s'encourager. Donc ça veut dire que déjà, on a passé pas mal de ces étapes-là et et si on les a passées parce que par la force des choses, bah, c'est pas grave, on peut quand même travailler parce que normalement on travaille dans chaque étape, on travaille quelque chose d'un peu différent et ben, on peut le faire après coup. Tant pis si on a commencé au 1er novembre, mais c'est super et puis, bah, maintenant on peut quand même réfléchir un petit peu à comment maintenir cet arrêt. Hem, alors, qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce que c'est la définition de la motivation? La motivation, c'est assez simple, on fait un ratio entre, quand on va se mettre en action, l'effort que ça va nous demander, le coût, en fait, de notre action, et puis quelle sera la récompense. On fait vraiment un espèce de rapport coût-avantage comme ça, pour à peu près, tout ce qu'on fait au cours de la journée. Dès qu'on a une action à mettre en place, alors je vais vous donner un exemple. Vous imaginez bien que ce ratio-là, si je vous demande, par exemple, de m'aider, on est en bas d'une tour, par exemple, et que je vous donne un colis très lourd et que je vous demande de monter au 20e étage avec mon colis, si vous avez aucune récompense, même pas de la reconnaissance ou quoi que ce soit, bon, vous allez peut-être, réfléchir à 2 fois quand même, avant de m'aider, même si vous êtes très sympathique. Et puis surtout, vous allez peut-être un petit peu douter de votre capacité à monter les 20 étages avec ce colis qui pèse quand même, quelques kilos. Et si en revanche, vous a alors il y en a certains qui n'auront pas besoin que je leur donne une récompense parce qu'ils vont ils vont mettre en place quelque chose qu'on appelle la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est, bah, par exemple, je suis si vous êtes assez sportif, pour vous, ça va être un challenge. Vous allez dire: «Ah bah oui, je vais monter les 20 étages, ça va me faire un petit peu de sport», donc c'est la récompense, elle vient de vous. C'est de dire: «Bah, je vais essayer de le faire le plus vite possible», par exemple. D Ça va être ça ma motivation, ma récompense, ce sera celle-ci. Et puis d'autres qui auront cherché ce qu'on appelle plutôt une motivation extrinsèque, c'est-à-dire une récompense que je vais vous offrir. Je vais peut-être, je sais pas, vous proposer, quelle que soit la récompense, quelque chose qui peut vous motiver justement. Par exemple, si je vous dis: «Bah, je vous donne 2 mois de salaire si vous m'aidez à monter, au 20e étage ce colis», il y a peut-être des chances que ce soit quelque chose, qui vous donne envie de monter. Donc c'est vraiment ce ratio, vous voyez? Donc dans la balance, quand l'effort est trop coûteux par rapport à la récompense, hein, c'est quand l'effort là sur la balance, de gauche se retrouve vraiment bas, c'est-à-dire qu'il est très lourd et la récompense assez légère, bah, on va être très peu motivé à le faire. Alors qu'à l'inverse, quand la récompense est vraiment très importante, bah, évidemment que si, je vous donne la même récompense pour monter au 1er étage, bah, vous allez quasiment pas vous poser de questions. La motivation est très forte, vous allez même, monter 5 ou 6 colis. Vous voyez? Donc c'est la motivation, c'est vraiment cette espèce de ra ce rapport-là qu'on va avoir aux choses. Soit on va aller rechercher, une motivation en soi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va nous apporter quelque chose fondamentalement, soit par rapport à nos valeurs, soit par rapport au partage des autres et cetera, avec les autres.
ou alors ça peut être une récompense vraiment parce que je vais vous donner quelque chose en contrepartie. Donc c'est ça a à voir quand même beaucoup, dans la question de l'arrêt, du tabac. Qu'est-ce que j'y gagne en fait à arrêter? Parce que la consommation, et elle est forcément, si elle est présente, c'est qu'elle est renforcée quelque part. Quand on a un comportement qu'on a du mal à arrêter, c'est qu'il est renforcé à un moment donné. C'est pour ça qu'on a fait le travail, des exercices, des semaines précédentes, à savoir, quel est le bénéfice que je peux avoir, que j'ai, quels sont les avantages à poursuivre le tabagisme. Il y a forcément des avantages. S'il y en a pas, en fait, on arrête de consommer très souvent. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que vous savez bien que la dépendance, physique, est présente, donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais disons qu'on va être moins motivé à arrêter. Cette motivation, comment est-ce qu'on fait ce ratio, ce coût-avantage et cetera? Eh bien c'est en fonction de nos connaissances d'un domaine, en fonction de nos expériences aussi. Si, je vous demande de monter les fameux 20 étages, que vous avez une connaissance, de votre, condition physique, que vous êtes pas du tout sportive et que si vous pouvez vous éviter de marcher au cours de la journée, de monter des escaliers et vous le faites, bah, vous allez peut-être douter un tout petit peu de votre capacité à le faire, et très rapidement, on va aller chercher une expérience, qu'on a déjà vécue qui est un peu similaire. Donc si vous habitez au 6e étage et que régulièrement votre ascenseur il est en panne, bah, vous allez vous dire: «Moi, je suis déjà monté 6 étages, OK, bon déjà je sais à peu près ça». Donc c'est d'essayer on va aller puiser en fait dans notre passé, dans ce qu'on a pu faire, qui est à peu près similaire, et c'est là qu'on va voir quelle est notre capacité, et c'est là qu'on va voir quelle est notre capacité, hem, je me permets de couper le micro, hein, pardon. C'est là qu'on va voir quelle est notre capacité à maintenir notre effort. Est-ce qu'on a déjà, et est-ce que vraiment, si j'ai déjà monté 6 étages, je vais réussir à aller jusqu'au 20e? Et c'est un peu la même chose avec l'arrêt. Vous voyez, je vous ai mis un petit chemin, de poursuite. C'est de se dire: «Bah, si j'arrive à tenir 1 an, le 1 an, il est loin sur le chemin, mais au bout de 15 jours, est-ce que je peux aller jusqu'à 15 jours?» Je vous disais, le 1 an nous paraît très loin dans la perspective, et c'est pour ça que les étapes, c'est bien de découper en différentes étapes et de se dire, c'est pour ça que là, j'essaie de renforcer l'idée, de dire si ça fait déjà 8 jours que j'ai arrêté de fumer, mais il faut que je poursuive jusqu'à la semaine. L'objectif, c'est la semaine prochaine. C'est pas 2024, c'est la semaine prochaine. Donc c'est déjà beaucoup plus proche, hein. Donc c'est aussi savoir quel niveau d'effort il va falloir qu'on fournisse, quelle force on va attribuer aussi à la récompense. On sera pas tous, il y a certains, le mois de salaire que je vous ai promis, ça les intéresse pas, et puis d'autres, vous pourrez, leur donner bien moins que ça, ça va les motiver. Donc c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que c'est un vrai questionnement avec soi, c'est un vrai dialogue avec soi, et puis, c'est ce que je vous disais, il y a la motivation, elle est aussi en lien avec nos pensées. Nos pensées, c'est ce qui avant notre comportement, il y a une pensée. Il y a même une émotion, hein, et tous les pensées, elles sont générées, elles sont différentes d'une personne à une autre, et ça, c'est notre passé, c'est nos expériences, ce que je vous disais, si j'ai déjà monté 20 étages et j'ai déjà monté, 50 fois, la tour Eiffel, bah, qui peut être largement, l'équivalent de 20 étages, je vais pas avoir de doute sur ma capacité je vais me dire que j'en ai déjà fait l'expérience. Peut-être que je me rends compte que l'effort, il est pas si important que ça, et puis que la fierté que je vais avoir en arrivant en haut, et puis la super vue qu'on a, quand on est, en haut de la tour Eiffel, bah, ça peut être ma récompense. Vous voyez? Alors que si jamais je l'ai déjà fait et que je sais que c'était terrible, je me suis arrêtée à chaque étage, que c'était une vraie souffrance, j'ai failli abandonner, bah, je vais pas tellement avoir envie, de monter les 20 étages et de m'aider, et ça va être un peu la même chose. C'est pour ça que, je vous rabâche depuis 3 semaines, que c'est important d'arrêter avec le plus de douceur possible, parce que ça va créer une expérience, ça va créer du souvenir, et le cerveau, si ça a été difficile la première fois d'arrêter, qu'on a vraiment souffert avec des cauchemars, des suées, enfin tout un tas de choses vraiment très désagréables dans les symptômes de manque, eh bien la fois d'après, quand on va faire le ratio, vous voyez l'effort, il va peser plus lourd dans la balance. Je sais pas si c'est bien clair, mais ça c'est important de bien le saisir, parce que si on arrête et qu'on n'a pas trop de difficultés parce qu'on a réussi à trouver un bon substitut, on a utilisé une méthode, qui nous a convenu, et qu'on a rechuté parce qu'il y a eu un événement de vie, et souvent je l'entends, les événements de vie, qui sont lourds, hein, comme, un deuil, comme une séparation, un gros bouleversement dans la vie qui vont faire qu'on va se tourner à nouveau vers un produit qui nous rassure, parce que c'est souvent le cas.
Quand on devra arrêter, l'effort, on sait qu'il est pas si important que ça. Donc la motivation, nécessairement, elle sera plus importante parce qu'on sait aussi quelles sont les récompenses quand on arrête de fumer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On sait qu'il y a plein de bénéfices. Donc on va s'accrocher à ça. Puis si l'effort, il n'était pas si violent que ça, la motivation, elle sera bien plus évidente et on va se remettre à l'arrêt beaucoup plus facilement. Que si on en a vraiment, bavé, les premières semaines de l'arrêt, qu'on a abandonné parce que c'était vraiment très difficile et c'est normal quand on a une dépendance, physique qui est importante et qu'on ne se fait pas, accompagner, ça peut être très difficile et donc bah, là, évidemment, vous avez bien compris, je le dis, je le répète, l'effort, il sera beaucoup plus lourd dans la balance. Donc c'est vraiment ça la motivation, c'est l'expérience, la connaissance de soi, et les récompenses, comment les attribuer. C'est pour ça que j'insiste, sur la question de la récompense et je vais vous en redire un petit peu plus. Comment est-ce qu'on renforce, maintenant qu'on sait ce que c'est la motivation, comment est-ce qu'on la renforce? Et ben, il y a plusieurs concepts qui nous permettent de renforcer cette motivation et il y en a une d'entre elles, c'est l'auteur, qui est connu, c'est Bandura qui nous démontre ce que c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Qu'est-ce que c'est le sentiment d'efficacité personnelle? Bah, c'est qu'il faut déjà avoir une croyance en ses propres capacités à organiser, exécuter un plan d'action. Pour ça, il faut déjà mettre en place un plan d'action et c'est pour ça que je vous dis que c'est important de découper en différentes étapes parce que juste arrêter de fumer, c'est ce que je vous disais, c'est comme grimper une montagne, qui a une grande altitude. On va se dire: «Mais c'est impossible». Quand on est en bas, on se sent tout petit. Alors que si on met en des toutes petites étapes à franchir, évidemment, je ne sais pas si vous, mais si vous n'avez pas de problématiques motrices ou de difficultés de mobilité, si je vous dis: «Venez, on fait une randonnée de 20 minutes», bah, vous allez me dire: «Oui, 20 minutes, c'est peut-être, le temps que je mets à marcher pour aller au RER ou pour aller chercher ma voiture ou pour aller prendre mon train». Vous allez me dire: «Il y a pas de problème». Alors que si je vous dis: «Bah, faut faire, je sais pas, 140 minutes de marche par semaine», oh 140 minutes, ça commence à faire, du temps, quoi. Alors que si je vous dis: «Mais c'est juste 20 minutes par jour». C'est ces 20 minutes que, bah, vous je l'ai fait déjà finalement. Donc on va avoir ce sentiment d'efficacité personnelle qui peut grandir si on arrive à découper en différentes étapes. Ces croyances-là, elles sont influencées, je vous disais, par ça va influencer notre façon de penser. De Il y a autre chose qui va influencer ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est l'humeur, c'est l'anxiété, c'est le stress. Évidemment que si je vous propose de faire un effort assez important et que vous avez 40 de fièvre, bah, vous allez pas tellement vous sentir capable de le faire. Je vous dis ça parce que dans l'arrêt, là, on est dans une période où il commence à faire un peu gris dehors, on a un peu froid, c'est des moments où on peut être un peu fatigué. On va avoir une tendance à rester à la maison, pour certains, à peut-être à faire moins d'activité physique, à moins aller marcher, à moins peut-être s'exposer parce qu'il pleut et cetera. Tout ça, ça peut engendrer des problématiques de sommeil. On va peut-être dormir moins bien, et avoir un sommeil moins reposant et donc ça va influencer notre sentiment d'efficacité personnelle. Est-ce que je me sens capable aujourd'hui, de faire un effort assez important quand je me sens fatiguée? Mais certainement que non. Donc c'est ce qui peut être intéressant, on va aller creuser jusque-là, hein, savoir pourquoi des fois on rechute avec le tabac. Parfois c'est tout simple, c'est un moment où on mange moins bien parce qu'on a moins pris le temps, de faire des courses, moins pris le temps de s'organiser. On va moins bien dormir parce qu'on a arrêté le sport, parce qu'il y a c'est tout un tas de choses, c'est un cercle vicieux qui va s'installer. On est fatigué, on a une humeur qui est un peu dépressive. Cette humeur, qu'on ait on a une humeur qui n'est pas très bonne, ça va influencer toute notre façon de voir. On le voit très bien. C'est vérifiable, par un certain nombre d'études et moi je le vois en cabinet, avec mes patients. Quand on a une humeur dépressive, on ne voit que le négatif, on ne voit que ce qui ne va pas. Donc on va avoir une tendance à avoir l'impression qu'on est capable de rien. On généralise en fait, absolument alors que, vous pouvez en fait ce que je veux qu'on arrive à se dire, c'est que arrêter de fumer certes, c'est une étape qui peut être difficile, mais on peut l'adoucir en se faisant accompagner. Il y a plein de dispositifs, la Ligue contre le cancer y participe en soutenant le Moi sans tabac. Ça peut être Tabac Info Service. Il y a plein de choses qui existent, qui peuvent nous encourager, et nous faciliter la tâche, mais très souvent, quand j'échange avec les fumeurs, ils ont vécu des choses, ils ont surmonté des choses encore bien plus difficiles que l'arrêt du tabac et on va aller creuser, on va aller chercher là-dedans, alors quel est le lien avec le sentiment d'efficacité personnelle? C'est qu'il se développe à partir, je vous l'ai inscrit, des expériences de maîtrise, du succès. Quand on a eu du succès dans une tâche, on a réussi à réaliser quelque chose. Alors il faut que ce soit quelque chose d'à peu près similaire à l'arrêt, du tabac. Ça peut être un apprentissage, ce que je vous disais, le fait de fumer, ça a été un apprentissage. Donc est-ce que j'ai été capable?
d'apprendre quelque chose de très difficile. Alors parfois j'échange avec les fumeurs, ils me disent: «Ah bah, je viens de changer de boulot, j'ai été promu, j'avais jamais encadré des gens, j'avais jamais fait ci» ou des agents de maîtrise ou autres qui me disent: «Oh là là, je me suis retrouvé vraiment sous l'eau et j'ai pas lâché pendant 6 mois, je me suis accroché, ça a vraiment payé, je suis très fier de ce que j'ai fait finalement, mais au début c'était pas gagné». Il y a pas un lien avec l'arrêt pour le tabac? Le lien, c'est la persévérance. Ben, on va aller chercher on va aller chercher cette compétence-là et on va se dire: «Bah, allez, venez, on va le transposer, on le transpose dans l'arrêt du tabac». On est capable, on sait que dans certaines situations, on est capable de le faire. Ben, ne doutons pas, pour l'arrêt pour le tabac, on peut le faire aussi. Alors, vraiment spécifique au sentiment d'efficacité personnelle, le fait de croire en ses capacités, c'est quand on a eu des succès qui ressemblent à peu près à ce à quoi on va s'adonner, mais il y a aussi le fait de l'observer. Alors là, c'est un mot, qui parle pas beaucoup, vicariant, c'est l'expérience de maîtrise vicariante. On fait de l'apprentissage aussi vicariant, on est des êtres sociaux, hein. Le simple fait d'observer, bah, je vais vous donner un exemple simple qui va certainement vous parler. Quand on était adolescent ou quand vous avez des enfants adolescents, on peut raconter ce qu'on veut. Ce que les enfants regardent, c'est surtout ce que les parents font et c'est ça qu'ils vont reproduire. C'est pas tellement un discours. Le discours, il est pas on n'apprend pas au travers d'un discours, on apprend certaines choses évidemment, mais on sait qu'on sait répéter. On le sait très bien, si je fais un labyrinthe devant vous, le simple fait de me voir faire le labyrinthe, j'y vais par essai-erreur, je vais me tromper, vous voyez, même sur les boîtes de céréales pour les enfants, il y a souvent des labyrinthes. Vous allez me voir faire le trajet, voir où j'ai eu des embûches. Le simple fait de l'observer, mais vous n'allez pas passer par les mêmes erreurs que moi. Vous allez y arriver, peut-être dès la première fois, alors que moi je m'y suis peut-être reprise à 3 ou 4 fois. C'est le simple fait d'observer et c'est ça qui est important et c'est une bonne raison, c'est pour ça que je parle du mois sans tabac, parce que je me disais quand on sait que les autres y sont parvenus et que pendant ce mois-là, moi de temps en temps je tiens des stands aussi, de tabac et puis je me rends compte que, quand les personnes viennent autour du stand, ils finissent par discuter et dire: «Ah bah, je savais pas que tu étais un ancien fumeur. Ah mais si, si, j'ai arrêté». Alors des fois, c'est pendant la première session du mois sans tabac il y a quelques années en arrière et c'est de se dire: «Bah, voilà, donc c'est possible». Quelqu'un qui me ressemble, qui a le alors évidemment, il faut se comparer à quelqu'un qui nous ressemble, c'est comme ça que ça fonctionne, le sentiment d'efficacité personnelle et c'est de se dire: «Bah, lui, il a réussi ou elle a réussi, bon bah, c'est possible aussi pour moi». Donc c'est vraiment on peut essayer de renforcer tout ça, c'est en échangeant avec les autres. Moi, souvent, je vois des échanges qui sont très fructueux, autour justement de la réussite de l'arrêt ou la seule problématique, je trouve souvent, c'est qu'on le dit, avec grande fierté qu'on a arrêté de fumer, dans l'année ou dans les 2-3 ans après l'arrêt du tabac et après c'est quelque chose qui nous quitte, on le dit plus tellement qu'on est un ancien fumeur. Pour ça que moi je le dis, je suis une ancienne fumeuse, j'ai arrêté de fumer, je compte plus maintenant, je crois il y a 12 ou 13 ans et le simple fait, de parfois ça donne de l'espoir aux gens, ils se disent: «Ah bah, en fait, ça veut dire que le tabac, ça touche tout le monde, même les professionnels de santé» et croyez pas, on a souvent cet échange-là entre collègues, que ce soit les infirmiers, les médecins, c'est de se dire, bah, quand on accompagne des personnes qui arrêtent de fumer, quand nous-mêmes on fume, ils me disent souvent: «Bah, on se sent pas hyper légitime». C'est un vrai débat qu'il peut y avoir autour de ça et c'est d'essayer justement de trouver un petit peu, comment dire? De l'expérience chez chacun d'entre nous. Alors, il y a autre chose alors là, on dit c'est la maîtrise de certains succès, le fait d'observer les autres qui nous ressemblent en quelques points pour, se rendre compte que c'est possible quand on n'a pas essayé et puis il y a la persuasion sociale. La persuasion sociale, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller rechercher de la réassurance chez les autres. Les autres vont nous dire: «Mais non, mais attends, c'est ce que je disais à ma patiente la dernière fois, mais vous avez fait bien pire que ça. Vous avez réussi des choses, bien plus difficiles finalement que ça». Parce qu'elle a un petit manque de confiance et je sais qu'elle est parfaitement capable en fait, quand on va trouver les bons moyens et cetera, pour s'arrêter. C'est un petit blocage, psychologique et donc son entourage, l'a rassurée là-dessus en lui disant: «Mais oui, mais il y a aucune raison que tu n'y parviennes pas» et cetera. Évidemment qu'on se sent plus fort quand les autres nous disent qu'on peut y arriver. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là, donc pour renforcer la motivation, il faut déjà se sentir capable d'eux, il faut aller puiser, dans tout ça et puis quand on a un sentiment d'efficacité personnelle qui est un peu bas, bah, ça va influencer beaucoup de choses, mais c'est influencé, je vous disais, par l'humeur, le sommeil, par beaucoup de choses. Donc il faut pas lâcher. Quand on sent qu'il y a une petite baisse de régime, on continue. Donc pour le renforcer et mobiliser les ressources, il faut déjà, je vous disais, identifier quand est-ce qu'on a bien fonctionné, quand est-ce que et puis transposer, comment ces compétences qu'on a déjà, mis à l'œuvre, dans d'autres situations.
Alors, je l'ai mis en cas de difficulté, on a tendance justement à se concentrer sur les obstacles et les faiblesses en fait de ce qu'on a mis en place, plutôt que sur la recherche de solutions et c'est là que vont les efforts peuvent diminuer et puis on peut commencer à renoncer, tout doucement et je vous disais, c'est la question de la pensée, c'est qu'on a tendance à se dire: «Bah, c'est que des pensées». C'est ce que je dis souvent à mes patients qui bon, quand on vit des traumas, c'est de se dire: «La pensée, c'est que la pensée». Si on se sent pas en sécurité, c'est que dans no c'est ça peut être que dans notre tête mais elle a un tel pouvoir aussi cette pensée. Elle a le pouvoir de nous motiver ou de nous démotiver, le pouvoir de nous mettre en action ou de ne pas nous mettre en action et ça, c'est tout ce qu'on se raconte et c'est sur ça qu'on va travailler dans les thérapies cognitives et comportementales, c'est sur les pensées justement. Notre vision du monde va tout à fait changer, notre façon de voir des situations et de se sentir capable ou pas. L'exemple des 20 étages à monter. Je dis si vous le faites régulièrement, si vous faites des trails, pour vous, c'est oui, vous savez que c'est un effort quand même, hein, 20 étages, c'est pas rien. Mais vous savez que vous êtes capable de le faire parce que vous en avez fait l'expérience. Pour celles et ceux, bah, qui ont une mobilité réduite ou autre, bah, ça va être un petit peu plus compliqué, par exemple. Alors, je vous l'ai dit que j'allais vous le rabâcher. Cette question de la récompense qu'il faut faire peser beaucoup plus lourd dans la balance et ça, on peut le faire, il faut le faire à chaque étape. Donc on a construit un plan en étapes et je vous disais, si vous n'êtes pas encore dans l'arrêt, à l'heure où vous regardez la vidéo ou actuellement quand vous êtes connecté, c'est de construire vraiment différentes étapes, la première chose à faire, je vous disais, le 39,89, venir regarder visionner un webinaire, s'informer, aller sur le site de Tabac Info Service, lire un petit peu ce qui se passe au niveau du tabac, comment ça fonctionne. Je vous disais, une fois qu'on l'a compris, on sait ce sur quoi on peut agir et qu'est-ce qu'on peut contrôler. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un trophée sur chacune des marches. Pas où il y a le drapeau, rouge, parce qu'on pourrait se dire: «Bah, c'est vraiment l'arrêt, qui durable qui est récompensé». Non, c'est vraiment chaque étape. Chaque étape, il faut la récompenser. C'est hyper important. Donc on se félicite à chaque fois qu'on a passé un petit obstacle, même une toute petite étape, se dire: «Bah, OK, j'ai passé le pas, je suis venu à 18h30, j'ai regardé un webinaire, bah, ça m'a donné envie, peut-être la semaine prochaine, je vais appeler le 3989. Et puis, la semaine d'après, bah, le 3989 m'a dit que j'avais une dépendance physique, il fallait que j'aille chez mon médecin. Bah, je prends rendez-vous chez mon médecin et ça, ces 3 étapes, il faut essayer de les récompenser. Arrivé chez votre médecin, vous allez peut-être diminuer votre consommation de tabac et dès que vous l'avez fait, vous pouvez même faire une récompension, pécuniaire en se disant: «Je prends cet argent, je le mets, vraiment de côté». Moi, j'ai encore eu une dame il y a quelques jours qui me disait que, grâce à son arrêt, de tabac et c'était un couple qui fumait, un paquet par jour. Genre, je sais plus combien de temps, ça fait qu'ils ont arrêté de fumer et elle me disait qu'ils partaient aux Seychelles, l'été prochain. Alors, c'est plutôt vous voyez, là, c'est une grosse, grosse récompense, qui intervient plusieurs années après l'arrêt, mais vraiment des toutes petites récompenses, au fur et à mesure. C'est hyper important de valoriser les efforts hein, parce que si on les valorise, on va vraiment les associer à quelque chose de positif et justement pas à la lourdeur, de l'effort, de la difficulté, on va se dire: «Oui, je l'ai fait, mais ça valait le coup et une fois de plus, essai-erreur. Essai-erreur, c'est l'apprentissage. Mon labyrinthe, quand je le fais le matin sur le paquet de céréales, bah, je fais une erreur parce que je vais sur un cul-de-sac, mais je reviens en arrière, je recommence et il y a un moment où je vais réussir à le faire du premier coup ce labyrinthe. C'est la même chose, là, on monte une marche, c'est super, mais on peut rester longtemps sur la marche et pas réussir à gravir la marche suivante. Bah, c'est pas grave, on essaye de se motiver, on essaie de comprendre ce qui nous freine et puis, on recommence, on y va, on essaye. Et puis, bah, c'est pas grave, on fait des erreurs, mais comme pour tout. Qui a appris à conduire, sans caler, sans faire grincer une boîte à vitesse, en montant sur un vélo sans tomber, sans être déséquilibré? Personne. On apprend au fur et à mesure, on fait des erreurs et puis, on les fait plus et puis après, on avance comme ça tranquillement. Alors toujours, pour renforcer la motivation, c'est peut-être un terme que vous connaissez pas ou peut-être que vous en avez déjà entendu parler alors ça, on l'utilise souvent au tout début quand on a envie d'arrêter de fumer. Qu'on sait pas trop, on appelle ça la dissonance cognitive. Je ne sais pas si vous connaissez la dissonance cognitive, c'est quand il va y avoir, une différence entre ce que l'on pense, les valeurs qu'on peut avoir, ce que l'on pense d'une situation et puis ce que l'on sait de notre comportement, qui est pas en adéquation. Bah, typiquement le fait de se dire: «Je sais que c'est pas bon pour ma santé là de fumer, je sais que j'ai tel problème à cause de ça» ou «J'en ai assez, j'ai plus envie de le faire et pourtant je fume». Ça, pour le cerveau, ça crée un malaise. Ça crée un espèce d'inconfort. Il aime pas du tout ça, en fait,
la dissonance cognitive. Et en fait, l'idée, c'est pour ça que je vous faisais faire des petits exercices jusque-là, c'est d'essayer de la renforcer, c'est-à-dire de renforcer le malaise, de se dire: «Ah mais oui, mais attends, je sais tout ça sur le tabac, je sais que tout ça, c'est pas bon et cetera. J'ai vraiment envie d'arrêter, mais pourtant je continue de fumer». Et en fait, on va essayer de alors le cerveau, il veut absolument tout de suite, réduire, ou éliminer justement cette inconsistance, ce malaise-là, il n'aime pas ça du tout. Alors il y a plusieurs manières de le faire, les 2 principales, c'est soit on change ses pensées, soit on change son comportement. Et ce qui est plus facile, c'est de changer, les pensées. Alors ça dépend du comportement, hein. Mais très souvent, ce qui est plus facile, c'est de changer sa façon de faire. Je vous donne un exemple simple. J'ai bien compris, voilà, je suis déterminée, voilà, je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête de fumer, mais je continue de le faire. Heu, réduire la dissonance cognitive, ça pourrait être de dire: «Oui, mais enfin bon, en même temps, je fume pas beaucoup, hein. Je fume que 3 cigarettes, 4 cigarettes par jour». Il y a certains qui me disent aussi, «Oh bah, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose». Au moins moi, j'ai choisi, de quoi j'allais, mourir. Donc vous voyez, on se raconte des choses. On se raconte des choses pour réduire l'espèce d'inconfort et augmenter cet inconfort-là, ça va nous on il y a un moment où on va peut-être aussi se dire: «Bah, je peux peut-être changer le comportement» et changer le comportement, pardon, ça va réduire aussi cet inconfort-là et les rechutes, souvent, vous savez, les petites pensées permissives, bah, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on s'est engagé dans l'arrêt, on a commencé peut-être avec le mois sans tabac, ça se passe bien, on est en adéquation avec nos valeurs, ce qu'on pense du tabac, ce qu'on pense de la place qu'il a dans notre vie et cetera. On a arrêté donc nickel, il y a plus de malaise et puis d'un coup, pour X raisons, parce que c'est assez vous l'a enfin vous l si vous l'avez pas encore vu dans les premiers webinaires, on le sait, le tabac, c'est, comment dire? La dépendance, elle est un petit peu, elle est insidieuse, elle est vicieuse cette dépendance-là. Des fois, ça on a envie de fumer, alors que ça fait longtemps qu'on a arrêté, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des éléments déclencheurs qu'on voit pas toujours et là, il va y avoir un élément déclencheur. Je vais avoir envie de fumer et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais changer un petit peu ma façon de penser. Je vais me dire: «Oh et ça va». Vous savez, quand on commence nos phrases par: «Oh, allez, c'est pas une petite cigarette qui va me», ça, c'est des pensées permissives et là, vous voyez, vous essayez de modifier l'inconfort. Et ça, la dissonance cognitive, quand on sait que ça existe, quand on sait qu'on a des pensées permissives, si vous ne savez pas tout ça, c'est un peu le rôle du psychologue, hein, c'est de dénouer toutes ces choses-là. C'est que sinon, c'est un espèce de brouhaha qu'on a un peu dans la tête, on ne sait pas trop vraiment ce qui va nous régir ou autre. Quand on sait que ça existe, on peut les entendre et se dire: «Ouh là là, attends, je suis en train de me raconter des trucs là, qui sont en train de me permettre en fait de reprendre ou de continuer à fumer». Il faut que et là, on se reprend et on se dit: «Est-ce qu'il n'y a pas une pensée alternative à ça?» Bah, ça peut être de se dire: «Ah bah oui, si, j'ai entendu parler du craving, que ça dure entre 3 et 5 minutes. Bon, allez, ça fait 8 mois». On se fait l'avocat du on se fait il faut qu'il y ait le petit ange qui vienne parler à la place du petit démon et de se dire: «Bah tiens, non, effectivement, ça fait 8 mois que j'ai arrêté, 8 jours, 15 jours, 1 semaine, 2 semaines. Je peux poursuivre. Il faut pas que je me raconte des histoires et cetera» et puis on va peut-être passer à côté d'une rechute. Peut-être qu'on va rechuter, c'est pas grave, on va le voir après. On va le voir, vous appelez Tabac Info Service, vous avez votre tabacologue qui vous aide. «Oui, bah, c'est vrai que c'était dans telle situation, je pense qu'en fait, et c'est la slide, suivante, je crois. Non, c'est après. Dans telle situation, moi, je pense qu'il faut que je fume, quoi. Ça me détend c'est quelque chose qui me détend donc finalement, je me dis que dans ces situations-là, c'est trop difficile de ne pas fumer. On va voir qu'on peut changer ces croyances-là. On peut le faire. C'est un de simples exercices, ça peut prendre un peu de temps pour les changer, mais on peut le faire. L'implémentation d'intention, je vous disais, entre l'intention d'une action enfin, entre l'intention de faire quelque chose et l'action, il y a un fossé, et il faut réussir à coller les 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle il y a une technique, alors, qui est pas magique, hein, c'est ce qu'on appelle l'implémentation d'intention. Elle est efficace justement pour atteindre des objectifs et instaurer des nouvelles habitudes. C'est exactement ce qu'on cherche à faire quand on arrête de fumer. Donc comment est-ce qu'on peut procéder? Eh ben, c'est simple, on associe en fait un signal précis, une situation précise à un comportement. Donc c'est peut-être un comportement qui est déjà acquis, tout simplement, je peux partir de et en fait, on va essayer d'être le plus précis possible. Donc par exemple, mon intention, c'est je veux reprendre le sport ou en faire plus. J'en fais déjà, mais je veux en faire plus. Ça, c'est extrêmement recommandé pendant, l'arrêt du tabac parce que ça va amener une bonne gestion du stress et souvent, c'est associé quand même au tabagisme, quand on est très stressé. Donc on va abaisser le niveau de stress avec le sport et ça a plein de vertus, on le sait, c'est même plus à démontrer. Ça, c'est mon intention.
Mais est-ce que je l'ai projeté? Est-ce que je l'ai visualisé cette intention? Bah, pas du tout. Je me suis juste dit: «Il faut que juste que je reprenne le sport». Alors éventuellement, je peux me dire: «Allez, la semaine prochaine». Mais c'est assez flou. L'idée de l'implémentation d'intention, c'est d'aller le plus précis d'être le plus précise possible et de découper en étapes. C'est reprendre le sport, bah, en fait, c'est peut-être, la première étape, c'est peut-être d'aller m'acheter des chaussures. Parce que j'ai peut-être que des chaussures de ville pour aller courir, c'est pas très pratique. Donc c'est une première étape que je dois mettre en place. La deuxième, c'est quand est-ce que je décide d'y aller? Bah, le plus simple, il faut aller au plus simple, hein, faut pas se mettre des contraintes, de dingue. C'est de se dire: «Bah, ce sera samedi matin, je me lève, et puis allez, j'y vais vers 10 heures. Comme ça, j'ai le temps de me lever tranquillement». Donc à 10 heures samedi matin, j'irai courir 10 minutes. On se fait toutes petites, reprises. L'implémentation d'intention là que je vous proposais, c'était ça, c'était de dire quand je me lève le matin, je fais, 10 squats, 10 pompes, ce que vous voulez et c'est aussi peut-être de l'associer à quelque chose qu'on fait déjà. Par exemple, de se dire le matin quand je me suis brossé les dents, ça c'est quelque chose que vous faites tous les matins. Vous brossez les dents, vous avez un rituel ou avant d'aller vous coucher, vous vous brossez les dents et c'est d'associer comme on l'a fait, comme on l'a appris avec le tabac. J'ai un verre de café, j'ai une tasse de café à la main, je fume. Bah, là, on va essayer d'intégrer, c'est que ce comportement déclencheur qui est le fait de se brosser les dents soit associé à la nouvelle activité. Donc l'intention, là, si on revient sur le tabac, c'est je ne veux plus fumer après le repas du soir. C'est souvent ces cigarettes-là qui sont un peu difficiles à retirer après les repas. L'implémentation d'intention, ça pourrait mais on va il y a plein d'autres façons, hein. Là, ça paraît très simple ce que je raconte, mais quand je finis le dîner, je bois un thé ou je vais aller marcher 10 minutes et on sait d'ailleurs que bon, la peur de certains fumeurs, c'est de prendre du poids justement en arrêtant de fumer. Il y a une petite compensation qui peut se faire aussi avec la nourriture. On retrouve le goût, toutes ces choses-là. Il y a le manque de nicotine aussi qui peut amener à ça. Mais c'est de se dire, après aller marcher après, j'avais suivi, dans une entreprise justement une petite team qui s'était créée du Mois sans tabac il y a quelques années et en fait, ils travaillaient à la défense et ils m'expliquaient qu'en fait, avant ils sortaient fumer ils allaient tous déjeuner ensemble et puis ils sortaient fumer, de 1 à 2 cigarettes ensemble et ils ont décidé de manger, peut-être un petit peu plus rapidement et ils allaient faire le tour, enfin, les gens me disent: «Oui, mais la défense, c'est pas très sympa». Il y a plein d'œuvres d'art et en fait, ils s'étaient donné ça comme récompense de se dire: «Bah, maintenant, on va tous marcher ensemble» et ils ont gardé, en fait, cette habitude-là de dès qu'ils ont fini de déjeuner, ils se retrouvent, alors bon, parfois, c'est pas possible parce qu'il y a des réunions et cetera, mais il y a toujours au moins 2 3 personnes, vous les voyez se balader, à la Défense, au moment de la pause déjeuner parce qu'ils ont instauré ce truc-là. Alors ils y vont minimum un quart d'heure et puis quand il fait beau et qu'il fait pas trop froid, bah, ils des fois, ça peut durer une demi heure, 3 quarts d'heure. Donc c'est vraiment d'essayer voilà, de changer une habitude, mais de la découper, de la préciser et cette implémentation d'intention va permettre d'aller plus facilement, vers l'action. Alors, je vous ai mis ça, mais on va pas le faire, hein. C'est vraiment pour vous donner l'idée qu'on peut tester sa motivation. Si vous en êtes pas encore à l'arrêt et que vous avez pas encore commencé, vous prenez le mois sans tabac en cours, par exemple, vous pouvez tester votre motivation, mais vous pouvez le faire un petit peu tout du long pour voir un peu comment vous voyez les choses, sur le moyen et sur le long terme. Donc à 4 semaines, à 6 mois après, dans 6 mois, par exemple. Ça s'appelle le QMAT, c'est un questionnaire, sur la motivation. Il y a plein de petites choses derrière. Il y a le fait aussi, ça teste aussi le sentiment d'auto-efficacité, donc je vous laisserai regarder si ça peut vous intéresser, c'est juste à titre informatif. Je voulais vous parler, des erreurs de logique, mais en fait, au cours du webinaire, je me suis rendu compte que j'allais plutôt vous en parler, sur le webinaire sur la rechute. Ça me paraît beaucoup plus pertinent maintenant. Les aides à l'arrêt, quelles sont alors vous voyez, on a fait un peu le tour de la motivation, des choses qui peuvent les influencer. Il y a d'autres choses, hein, qui influencent la motivation, mais je vais vous donner vraiment les grandes lignes, pour savoir comment est-ce qu'on peut, se créer un chemin, vers la motivation et surtout, vers l'arrêt. Les professionnels de santé, je vous disais multipliez vos chances, multipliez vos ressources d'aide. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont accessibles donc via aussi le 3989, mais pas que. Vous avez beaucoup de CHU avec des aides à l'arrêt, des tabacologues, des addictologues. Vous avez, la page Facebook de Tabac Info Service, l'application de Tabac Info Service, le kit de Tabac Info Service, du Mois sans tabac, pardon. Donc vraiment essayer d'instaurer des nouvelles habitudes. Vous avez cette petite appli dans votre téléphone. Même si vous n'y allez pas tous les jours, elle est présente, elle est là, vous pouvez aller, jeter un œil, voir, d'ailleurs il y a le décompte aussi comme on retrouve dans le kit, des économies faites et cetera. Il y a pas mal de petites choses, ça vous indique le nombre de jours aussi où vous avez,
depuis votre arrêt. Une dernière chose, avant de laisser place aux questions, c'est, un petit exercice, je vous propose à chaque fois, c'est de faire 3 colonnes cette fois et c'est les fameuses croyances de base dont je vous parlais tout à l'heure. Par exemple, ma croyance de base, ça peut être: fumer est indispensable pour se calmer quand on est énervé. Moi, quand je suis énervée, j'ai besoin de fumer. Ça, je l'entends très souvent, hein, faut vraiment il y a que ça qui me calme, j'ai besoin, d'aller fumer. Modifier cette croyance, c'est de vraiment on se questionne, hein, c'est un échange, hein, c'est de se dire, «OK, est-ce que réellement est-ce que c'est la réalité? Est-ce qu'il y a pas une autre manière de voir les choses?» Bah, les gens me disent souvent: «Bah si, en fait, peut-être que c'est une solution, mais bon, c'est pas si pratique que ça, je sais que c'est pas bon pour la santé et cetera, puis il doit exister d'autres choses». Et donc après, au fur et à mesure des conversations, on se rend compte, bah, que oui, il y a d'autres méthodes. C'est ce que je vous disais, bah, ça peut être aller faire un tour, ça peut être des techniques de relaxation, c'est plus simple, c'est moins nocif. C'est pas du tout nocif d'ailleurs pour la santé. Ça peut être prendre un temps pour soi comme on le fait quand on sort, fumer une cigarette et qu'on s'éloigne, de la zone de tension, d'agacement, d'émotions négatives. Et puis l'action, ça va être, bah, qu'est-ce que je fais du coup pour, j'ai une croyance de base, je l'ai modifiée, j'ai apporté une alternative de pensée. Comment je me mets en action? Bah, là, pour le coup, ça peut être, bah, voilà, se relaxer, régulièrement. Il y a des petites applications qui existent et ça, on le verra la semaine prochaine, ça va faire partie, les gestions, du stress. Je vais vous montrer un petit peu des exercices, enfin, plus que des exercices, je vais vous montrer, vous faire l'expérience, en fait, de la concentration sur le corps, sur les sensations corporelles. Vous verrez, c'est des petits exercices très simples. Et puis après, ça vous pourrait vous donner envie de poursuivre vers des techniques de relaxation, plus profondes et donc ça peut être anticipé en sachant un peu à l'avance quand on va s'agacer, quand il y a des situations qui nous énervent, pour éviter de se ruer vers la cigarette et qu'il y ait d'autres alternatives. C'est en fait, c'est comme pour tout, comme toute la question de la santé mentale et de la santé tout court, c'est que quand on a une réponse unique, souvent ça amène une rigidité, souvent ça peut amener à ce que ce soit pas adapté à toutes les situations et donc l'objectif, c'est de mettre de la souplesse. C'est pour ça qu'on parle tout le temps d'alternatives, de modifier des choses, de bouger, c'est vraiment du mouvement tout ça. Donc c'est de se dire: «Bah, quand je suis énervé, j'ai d'autres solutions que juste la cigarette». Il se passe plein d'autres choses. Écouter de la musique, aller marcher, juste prendre l'air, aller on va utiliser un autre produit, boire un café éventuellement, alors sans la cigarette associée. Ça je vous le dis à chaque, webinaire. Patience, patience, je lui dis, il y a pas un ingrédient magique, il y a qu'une recette, qui vaut à chacun. On observe tout ce qu'on fait avec curiosité, sans jugement. Et je dis la compassion pour soi, c'est, je le dis un peu plus grossièrement, c'est on se fout la paix un peu aussi. On essaye de se dire que voilà, on s'engage dans des choses, on se donne une chance et on le fait comme si c'était notre meilleur ami ou quelqu'un qu'on aime profondément qui s'engageait dans quelque chose qui lui paraît difficile. On s'encourage, on s'encourage. J'ai un tout petit peu dépassé de 3 minutes, ça laisse place à vos questions, mais juste avant ça, je voulais vous rappeler que la semaine prochaine, on se retrouve mercredi à la même heure, 18h30. Jusqu'à 19h30, 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions pour comment déjouer les habitudes du tabagisme. Donc la dépendance, comportementale, c'est vraiment, dédié à ça, ce webinaire.